Bienvenue. Et petite question d'actualité. Hier, la France s'est qualifiée pour le mondial brésilien. Eric, supporter? Là, j'étais au Stade de France, comme tout bon patriote aurait dû l'être. Et j'ai vu un des meilleurs matchs de ma vie, en tout cas, au Stade de France. Voilà, ferveur populaire, super match de l'équipe de France et à la fin, réconciliation nationale. On pleurait tous. Réconciliation nationale, c'est mon slogan, ça. Ouais, ça commence mal. Alain, supporter, hier? Alors, je vais vous dire, j'étais hier au concert de Nick Cave au Zénith. J'ai été invité, c'était en même temps que le match. J'étais persuadé qu'ils n'allaient pas se qualifier, donc je me suis dit autant que je regarde pas. Et quand je suis sorti du concert, j'ai vu par mon téléphone qu'ils avaient gagné 3-0. Voilà, donc je me suis dit bon respect. Voilà. Bon, respect. Franchement, comme la une de l'équipe d'ailleurs. Hein, cette équipe qu'on jugeait moribond vendredi. Moi j'aime pas me vanter, mais j'avais pronostiqué 3-0 publiquement. Hein, c'est enregistré. Pour l'Ukraine. Non, 3-0 pour la France. sans parier, pour le simple geste. Bon, et alors au-delà de cette victoire, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe, toi, Eric, cette équipe de France? Malheureusement, c'est une tradition nationale, quoi. On attend d'être dos au mur quand il n'y aura pas le choix pour sortir le match de sa vie. Voilà. On n'est pas un pays fait pour les eaux calmes. On est meilleur dans la tragédie. On n'aime pas gagner facilement, mais ça a toujours été ça. Je me rappelle des victoires de Noah, il fallait qu'ils prennent les 2 premiers sets dans les dents avant de commencer à jouer. Ils finissaient par gagner 38-36 au 5e set. Je sais pas à quoi ça tient, c'est la psychologie nationale, je sais pas d'où ça vient, mais c'est une tradition établie. Alain, tu as peut-être une autre analyse? Non, je suis pas très passionné par le foot. Hein. C'est trop foot spectacle, trop foot business maintenant pour que j'ai pas une réticence à m'y intéresser, quoi. En plus, je suis d'accord avec mon camarade que ça ressemble un peu à ce que fait l'équipe de France de rugby. Quand ils doivent gagner, ils perdent, et puis au moment où on se dit ils n'ont aucune chance, ils sortent un grand match. Et finalement, on est dans le football aujourd'hui comme dans le rugby avec une espèce d'irrégularité permanente qui n'était pas forcément le cas, parce qu'avant on avait des époques où on gagnait tout, puis des époques où on gagnait peu. Et là en foot en ce moment, effectivement, c'est un peu comme au rugby. C'est toujours en dents de scie, comme ça. Mais sinon, ce que je ferais quand même remarquer, c'est que j'ai bien aimé le foot à l'époque où il y avait un beau jeu de milieu de terrain à la française, avec de la technicité, etc. Et je trouve là que même s'il gagne, c'est beaucoup un jeu maintenant qui est anti-français par rapport à la tradition du football français. C'est-à-dire très brutal, très violent, pas très technique. Et c'est une équipe qui, je ne trouve pas jolie à jouer, même quand elle gagne ou qu'elle perde. Même les buts sont toujours à moitié des buts de raccro. C'est pas les buts qu'on a vu hier entre la Suède et le Portugal. C'est des buts de raccro, je suis désolé, avec un défenseur qui met plus ou moins le but contre son camp ou qui a failli. L'autre qui rate son tir, mais ça, il reprend, machin. L'autre qui est, bon, on a vu qu'il y avait un hors-jeu, il y a eu une compensation, mais c'est pas du football brillant de l'époque de Platini ou du football de l'époque Zidane, c'est du football de tâcheron. Et en fait, un football qui ne fait pas rêver, comme le disaient certains. Moi je trouve que surtout c'est pas du football français. Avant les Français étaient physiquement un peu légers, mais très techniques. Les Tigana, les machins. Aujourd'hui ils ont tellement compensé le côté très très physique que c'est beaucoup moins tactique et beaucoup moins technique, c'est beaucoup moins collectif. Et c'est vrai que c'est un jeu assez brutal, assez peu intelligent souvent, c'est-à-dire que ça va vite mais avec pas beaucoup de vision du jeu. Et c'est un football qui je trouve peu français dans son esprit et qui me fait pas beaucoup rêver. Voilà, mais ceci dit, bon. Moi je fais une émission de foot avec Manuel Petit, à côté duquel Soral fait un peu fluet, donc c'est pas physique des Français, tu vois, ça dépend un peu. Puis hier c'était pas du foot spectaculaire. Mais Petit c'était pas les années 80, hein, non, mais déjà les années 80. Mais là c'est à la vie à la mort, quoi. Là c'était à la vie à la mort. Hier là il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de trucs, c'est voilà, t'y vas à fond. Et là ils ont fait un match phénoménal. Donc non mais c'était vraiment. Il n'y a que dans des stades qu'on peut ressentir des trucs comme ça, c'était un truc énorme, les gens ne voulaient pas partir à la fin. On regardait le tour d'honneur, tout le monde restait en place. On a senti la vibration. Super soirée de foot. Bien. Ouais. Mais quand même pas, c'est pas un match d'un point de vue du football pur. Non mais c'est pas un très beau match de football, c'est un grand moment émotionnel parce qu'il fallait se qualifier à tout prix. Ils l'ont fait à l'arrache, on va dire, à l'arrache. Mais d'un point de vue est-ce que la France a retrouvé du jeu, est-ce qu'il y a une équipe type qui fonctionne, est-ce qu'il y a un schéma qui fonctionne, la réponse est non. Voilà. C'est-à-dire que la même équipe demain, ils peuvent reperdre contre une équipe classée 20e, 2-0 aussi. Mais ça c'est fait maintenant. Voilà. Oui, c'est ça, ils y sont. Voilà. Alors maintenant, je reviens sur vos dialogues désaccordés, où beaucoup d'internautes nous posent la question, vous êtes-vous rencontrés avant aujourd'hui où on voit que vous êtes ensemble? Là, on s'est rencontrés une fois après avoir accepté le principe
du livre, et ensuite, ce qui se raconte pour une fois est vrai, c'est qu'en effet, on a fait ça par mail. Ouais, je confirme. À la fin du livre, et aujourd'hui, donc voilà comment ça a fonctionné. Donc ce qu'on lit un peu partout est vrai. Voilà. Je confirme. Je ne me rappelle même pas qu'on s'était vu avant de commencer le livre. On s'est vu physiquement pour ça. Oui, on s'est vu au bar tabac de la rue de la Comédie. Exactement. Oui, c'est vrai, on s'est vu dans un bar tabac dans la place Clichy, une petite demi-heure, et après l'échange de mails a commencé. On a commencé le livre plus tard que prévu d'ailleurs. Hein. On attendait que tu veuilles bien t'y mettre. J'avais d'autres choses à faire. Certainement. Non, parce que c'est vrai que dans la vie, je ne fais pas que correspondre avec Alain Soral. Le principe, c'était toi qui posais les questions au départ. Non, vous avez déjà fait vous connecter car il y a un scoop. En effet, je fais d'autres trucs dans la vie que de correspondre. Surtout, c'était toi qui commençais le bouquin en me posant les questions. Parce que le livre au début, c'est beaucoup. Il me questionne, je réponds. C'est vrai. C'est un peu ça. Donc moi, j'attendais ces questions. Et à un moment donné, c'est venu. Et à un moment donné, on se demandait même si on allait faire le livre. Je me souviens qu'il y a eu. On s'est dit, tiens, finalement, est-ce que le projet n'est pas un peu tombé à l'eau? Je crois qu'on avait signé. Mais on n'avait pas touché les sous. Donc, à un moment donné, je me pensais que le livre ne se ferait pas. Je me suis dit, finalement, il va se déballonner. Comme il est là et il marche bien. Moi, j'ai alors une question qui revient souvent des internautes, qui s'adresse à toi, Eric. Ouais. Comment tu vis cette tempête médiatique dont tu fais l'objet et qui me paraît un peu démesuré par rapport à un livre d'entretien? Tout se passe comme prévu, je dirais. Hein. Je me fais bâcher par les soraliens, et puis quand je tombe sur l'autre camp, ça tient plus du procès, disons, que de la discussion, puisque en fait, ce qu'on me reproche, c'est le principe même. En fait, peu importe. D'ailleurs, on ne parle jamais de ce que je raconte dans le livre, c'est curieux. Oui. Très rarement. Je crois que c'est arrivé une seule émission. Soit on me demande de réagir aux horreurs que débite Soral sur les 230 pages, soit on me dit vous n'auriez pas dû le faire. Voilà. Moi, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai juste, dans un cas particulier, celui de Soral, appliqué ce que je fais chez Zemmour et Nolo ou à sa balance à Paris, c'est-à-dire je reçois tout le monde et je discute avec tout le monde sans liste noire. Voilà. Alors justement, ça m'intéresse, parce que là c'est l'éditeur qui va te parler, comme si je tweetais et je parle à l'éditeur que tu as été. Comment tu réagis à cette question? Vous n'auriez pas dû le faire. Ça te irrisse, tu la comprends? Je comprends qu'on me pose la question, mais le problème c'est que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que quoi que je dise, non, vous n'auriez pas dû, parce que de toute façon, votre nom sur la couverture avec Soral, il n'aurait pas fallu. Voilà. Il n'y a pas d'autre argument qu'il n'aurait pas fallu. Moi je veux bien discuter pied à pied, point à point sur ce qu'il y a dans le livre, mais sur le principe, qui décide avec qui on a le droit de parler ou pas? Bonne question. Alors c'est la question, Alain, que je voulais te poser. Toi tu t'attendais à cette levée de bouclier? Déjà, je vais répondre déjà à une petite remarque qu'il a fait, qui n'est pas tout à fait vraie. Les soraliens, je ne sais pas trop ce que c'est, enfin les gens qui m'aiment bien ne l'attaquent pas autant qu'ils le disent. C'est un peu pour se protéger qu'ils disent ça. Si on va sur le site Égalité et Réconciliation, quand on regarde des commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent Nolo, tu as eu le courage d'y aller. C'est quand même mieux que de dire que c'est un pestiféré. Donc en fait, je sais pas trop où tu te fais attaquer, mais sur le site Égalité et Réconciliation, tu te fais pas attaquer. On te dit, et même quand je regarde un peu sur Facebook, c'est bien c'est le seul qui a osé y aller. Voilà, c'est le commentaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de commentaires sur le fond. En général, voilà. C'est la même chose dans l'autre sens. C'est un peu dommage parce que c'est pas un dialogue mondain, c'est un dialogue, à mon avis, sur des questions. C'est ce qu'on nous reproche. Non, mais c'est sur des questions essentielles. Pourquoi on ne parle pas de ça? Ensuite, il y a quelque chose qui est incompréhensible pour moi, c'est de supposer que le fait de dialoguer avec quelqu'un suppose une adhésion. Oui. C'est quand même très important. Ça suppose une fraternité à minima, c'est-à-dire qu'on se crache pas à la gueule. Et ça, normalement, tu devrais me cracher à la gueule dès que tu me vois à 10 mètres. C'est quand même tout ce qui a été mis en place depuis quelques années, et c'est pour produire cet effet-là. Et ce qu'on te reproche, c'est que tu n'obéis pas au dispositif qui a été mis en place contre moi, parce que je te fais remarquer quand même qu'on t'invite toi tout seul à l'émission pour un livre qu'on a fait ensemble, sans que jamais que la question soit posée, c'est pourquoi finalement Soral n'a pas le droit de répondre aux injures qu'on lui envoie, et pourquoi il faut que ça passe par ta médiation, parce qu'on est quand même dans un état de droit et dans une démocratie où il y a marqué nulle part que Alain Soral est interdit de télévision par un jugement de tribunal. Ce qui veut bien dire qu'il y a une force occulte en France qui peut m'interdire de médias de façon systématique et évidente, et là je ne suis pas dans le délire paranoïaque, ça peut être confirmé par toi-même, et que simplement on te reproche, en m'ayant parlé, d'avoir remis mon nom et mon être en contact avec le public, je dirais mainstream, parce que j'existe par Internet, comme tu le sais. Et la vraie question que je pose, c'est est-ce que tu ne trouves pas étrange, toi, d'être invité tout seul à toutes les émissions sans jamais moi, et que je me fasse systématiquement diffamer et injurier en ta présence,
sans jamais pouvoir répondre, or que je ne suis pas condamné à la prison ou à quoi que ce soit. Il y a quand même des gens qui font des listes noires en France, il y a eu la fameuse liste de Cohen, et je me demande comment tu fais toi pour ne pas t'en rendre compte, ou est-ce que tu t'en es rendu compte, et finalement, la manière dont tu te comportes relativement élégamment, c'est seulement de dire j'ai accepté de faire le livre avec Soral, c'est déjà ça déjà devrait m'extasier, bien que ce soit systématiquement pour le contrer, parce qu'il est antisémite, révisionniste, homophobe, raciste, etc. Là, il y a quand même un gros non-dit, c'est qu'il y a une liste noire en France qui est faite par des gens qui règnent sur le monde médiatique en dehors de toute légalité et en dehors de toute officialité. Et moi, mon travail avec ce livre, c'est de t'obliger à l'admettre. Voilà. Non, mais je le prends pas comme ça, simplement le dispositif devient très curieux parce que moi je suis invité, j'ai pas à me plaindre, on peut pas dire que le livre soit voilà, sous une chape de plomb, simplement je dois répondre de ce que tu racontes dans le livre. Oui, pourquoi je peux répondre moi? Voilà, non, oui, or dans le livre je ne cesse de contredire ce que tu racontes, donc c'est un peu curieux de me demander de réagir à ce que tu dis, voilà. Puisque mes réponses sont dans le livre. Ensuite, alors ce que je comprends encore moins, c'est est-ce que par exemple on prend le cas d'Emmanuel Carrère? Est-ce que Emmanuel Carrère, quand il fait un bouquin sur Limonov, ça veut dire qu'il devient le partisan d'une milice paramilitaire fasciste russe? Non, il fait son boulot de romancier. Est-ce que Lucchini, qui va reprendre Voyage au bout de la nuit, il devient pour autant le promoteur de Bagatelle pour un massacre? Non, il fait son travail de comédien. Moi, je fais dans ce livre ce que je fais toute l'année. Je passe mon temps à recevoir des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Certes, les désaccords sont sans doute moins profonds qu'avec Soral, en tout cas sur l'essentiel, mais en tout cas, c'est ce que je fais toute l'année. Et là, tout d'un coup, ça ne va pas. Voilà, ça rejoint cette question que je voulais poser, c'est est-ce que tu penses normal que Alain Soral soit blacklisté comme ça à la télé, alors qu'on en parle, c'est-à-dire on parle de quelqu'un, c'est pas comme si on n'en parlait pas, en disant voilà, il est la représentation du mal, d'un certain mal. Et puis le livre n'est pas attaqué. Moi, comme éditeur, mes livres ne sont pas attaqués en justice, c'est-à-dire que mes livres ne sont interdits. C'est-à-dire qu'ils sont pas attaqués légalement, mais ils sont interdits par d'autres moyens que les moyens de la légalité. C'est ça c'est ça l'intérêt de ce livre aussi, c'est que les gens sont obligés de l'admettre, ça. Hein, je suis l'homme invisible. Si tu regardes ce qui s'est passé à Canal+, il y a un tribunal autour de toi qui te punit pour avoir simplement osé m'adresser la parole, et il y a ma photo en énorme derrière avec marqué mon nom, comme si j'étais le docteur Mabuse, tu vois, ou Fantomas. J'adore ça, hein, je trouve ça génial, parce que toi tu prends les glavios, moi je touche les droits d'auteur. Mais c'est pas normal. Vous les touchez à deux, hein, les droits d'auteur. Oui, je rappelle la règle. C'est 50-50, ça que je voulais dire. C'est 100% des glavios, 50-50 pour les droits d'auteur. Voilà. Non, mais on peut retourner le truc à ce moment-là. Je pourrais dire que peut-être que c'est... Ouais, peut-être que tu es plus futé que moi, peut-être que tu as compris que tu pousses les choses tellement loin que tu vas te faire interdire de fait, pas selon une loi, mais de fait à la télévision. Donc tu vas jouer sur les deux tableaux. C'est qu'en effet, je vais faire le sale boulot à la télé, puis toi derrière, sur Internet, sur Égalité et Réconciliation, tu dis regardez, je suis pas invité, c'est bien la preuve que... Donc tout ça va relancer un cycle où c'est peut-être toi qui es le plus futé dans cette histoire, peut-être. De toute façon, ça a été ta réponse en disant quelque part, vous validez Soral par votre attitude envers moi, puisque tu as vu que quand ils sont honnêtes, ils disent d'ailleurs Soral vous a prévenu dans le livre, tu ne mesures pas ce que tu vas prendre dans la gueule pour simplement avoir osé me porter la contradiction, et tu le vérifies. On t'a pas dit esprit Coubertin ou la fameuse phrase de Voltaire que Voltaire n'a jamais prononcée. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez continuer à les dire. Dans ce cas-là, ça, c'est pas vrai. Alors, mon côté voltairien, de ce côté-là, il y a des limites, parce que je ne me battrai pas à la mort, jusqu'à la mort pour que tu puisses. Je me battrai jusqu'au dessert. C'est une phrase de dîner en ville pour dire aux femmes. Hein. Oui, d'accord. Ça, je comprends. C'est beaucoup plus français, d'ailleurs. Hein. On est moins héroïque que ça. Donc, question qui revient beaucoup des internautes et qui te concerne, Alain. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te taxent d'antisémitisme et question qui est jointe à celle-ci, penses-tu que ta critique systématique de cette communauté juive nuit à tes idées, par ailleurs, qui ont l'air de séduire pas mal de Français? Alors première chose, je trouve étrange qu'on me traite d'antisémite, puisque je suis très pro-arabe, très pro-musulman, donc déjà je trouve le terme est mal choisi. Et déjà, quand on triche sur les mots, c'est qu'on est déjà mal intentionné ou malhonnête. Hein. Je ne suis pas antisémite, puisque ça n'a rien à voir avec une question de sémite, que ce soit d'ailleurs de race ou de langue, hein, on ne va pas faire de l'histoire. Mais par contre, je critique la communauté juive organisée, qui se détermine en général par son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. C'est comme ça qu'on peut juger finalement qu'un juif est plus communautaire que français de confession juive. On prend le contre-exemple parfait, c'est Zemmour, effectivement, qui parle en tant que français, et pas en tant qu'israélien en France. Et donc je critique une communauté juive organisée dont le marqueur est de faire passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France. On a pu le vérifier avec la déplorable
tournée de promotion de je sais pas quoi d'ailleurs de Hollande ces jours derniers. Et cette communauté juive organisée, je la montre du doigt à travers le dîner du CRIF, à travers la politique étrangère complètement absurde de la France sur le dossier iranien et syrien par M. Fabius. Donc je sais parfaitement que ce travail est totalement cohérent et sérieux. On me diabolise toujours, justement par de l'anathème, par exemple sur le racisme. Je ne vois pas en quoi m'offusquer de la toute-puissance du CRIF en France et m'offusquer de la politique de l'État d'Israël de Netanyahou et Lieberman fait de moi un raciste. Je suis au contraire un antiraciste conséquent. Et si je veux pousser la demande jusqu'au bout, c'est que quand quelqu'un qui se prétend du peuple élu et qui prétend que cette élection divine, qui fait de lui un être supérieur à moi intrinsèquement, se transmet par le sang de la mère, et que moi je dis que je ne suis pas d'accord pour adhérer à cette vision du monde en tant que républicain français, démocrate français issu de la Révolution française, c'est moi l'antiraciste. Et moi, qu'on est dans le pays de Descartes et que j'ai un cerveau qui fonctionne bien, c'est parce que je dis ça droit dans mes bottes, sans aucune culpabilité, puisque descendant de famille de résistants savoyards et pas allemand, et né 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que je dis ça que j'ai tous mes emmerdes. C'est-à-dire que je dis une vérité qui est inattaquable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On me diabolise, on m'agresse physiquement, on me colle les contrôles fiscaux, on me fait perdre des procès que je ne devrais jamais perdre, on pourra en parler sur le procès contre la LICRA pour mes livres, mais finalement on ne m'apporte jamais la contradiction. On me diabolise, on me boycotte, on menace les gens qui m'adressent encore la parole, mais finalement, on ne me porte jamais la contradiction sur le terrain du discours, de la morale, de l'histoire et du bon sens. Voilà. Et c'est là-dessus que je suis droit dans mes bottes. Alors ça étonne certains qu'on puisse avoir aujourd'hui, compte tenu du rapport de force et de l'histoire, ce courage. Eh bien oui, j'ai ce courage. On n'est pas beaucoup à l'avoir et je l'ai. Voilà. Ta position, toi, Eric, là-dessus? Non, mais si c'était... si les arguments... Est-ce que tu penses que cette position systématique de critique de la communauté juive nuit aux idées que veut faire Passerin dans d'autres domaines? Non, mais là, ce qu'a exposé Soral, c'est que la face émergée quand même, parce qu'il y a aussi tout ce qui touche tout ce qui tourne autour du révisionnisme, qui donne l'impression, à mon avis, justifiée, qu'il y a une forme d'obsession anti-juive. La preuve en est, c'est que ça occupe une part, non pas majoritaire, mais enfin une part non négligeable quand même de nos entretiens. Donc il n'y a pas que la critique d'Israël, parce que la critique d'Israël, au fond, de l'État d'Israël, au fond, la gauche israélienne le fait d'une manière extrêmement virulente. Oui, oui. J'ai pas de problème avec des Gilad Atzmon ou des Shlomo Sand. On a beaucoup plus de problèmes en France quand on critique une certaine dérive extrême droitière de l'État d'Israël qu'en Israël. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, la France, on l'a vérifié avec le problème iranien, est devenue un pays plus extrêmement pro-sioniste que les États-Unis eux-mêmes. Hein, puisque c'est le Quai d'Orsay français qui a bloqué les accords face à l'Iran, contre l'avis des Américains, et c'est ça, moi je suis pris dans cette question actuelle où je défends simplement l'intérêt supérieur de la France et la citoyenneté telle qu'on nous l'a apprise à l'école, et je dis que si je suis obligé souvent de revenir sur ce sujet, c'est parce que c'est sur ce sujet qu'on est tout le temps attaqué. Je veux dire, c'est ça qu'il ne faut pas mentir, c'est que je peux parler de tas de sujets, tout passe, et dès que je dis c'est étrange qu'on n'ait pas le droit d'étudier sérieusement, ou de contredire la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale dans une séquence 1933-1945, là je prends un monde qui me tombe dessus. Donc en fait, si je reviens souvent sur ce sujet, c'est parce que je me fais attaquer sur ce sujet, alors que quand je critique une dérive du féminisme, ça passe, quand je parle de l'ultralibéralisme, d'ailleurs tous les sujets sur lesquels on est un peu d'accord, ça passe, et quand je mets aussi ce sujet-là parmi d'autres, là, il y a une espèce de puissance qui se déchaîne. Et le meilleur exemple, c'est Dieudonné. Dieudonné a fait des sketchs où il se moquait à peu près de tout le monde. Un jour, il a fait un sketch sur un colon israélien. Le monde lui est tombé sur la tête et il a refusé de se soumettre. Et refusant de se soumettre, les médias n'insistent toujours que là-dessus. Si tu vas voir les spectacles de Dieudonné, je t'inviterai peut-être à aller les voir, tu verras qu'il parle de tas d'autres sujets, mais qu'on ne l'emmerde que sur son insoumission à la toute-puissante communauté juive organisée pro-sioniste. Donc ce n'est pas moi qui fais du judéocentrisme. C'est la société française qui est totalement judéocentrée aujourd'hui, et c'est parce que moi je refuse ce judéocentrisme que je me fais persécuter sur cette question, et simplement chaque fois qu'on me pose la question, je réponds. Comme là, tu vois, je viens de répondre, alors que n'importe qui normalement baisse les yeux et botte en touche. Voilà. Le problème c'est que ça devient un petit peu obsessionnel, c'est pas seulement de l'antisionisme, et puis bon, malheureusement, l'expérience nous a instruit que tous les gens qui veulent, comme tu dis, discuter ouvertement de cette période 33-45,
le font très souvent avec des arrière-pensées révisionnistes et négationnistes. Tu vois. On n'est pas dans une démarche où le type dit ouvrons les portes et puis ayons un débat historique. C'est du comment dirais-je, du procès d'intention. Non, parce que ça a été vérifié par des tas de gens qui au fond s'en servent comme cheval de Troie de trucs vraiment nauséabonds. Mais je finis sur ce que tu dis. Le problème, c'est que du bruit et des odeurs, comme disait Chirac, les trucs nauséabonds, moi c'est pas des concepts, le nauséabond. Non, la phrase de Chirac est extrêmement préoccupante. Mais ça lui a pas valu l'excommunication. Je comprends bien, mais il faut que je réponde aussi à la deuxième partie de la question. On finit par ne parler que de ça. Et en effet, je suis d'accord avec toi, parlons d'autre chose. Voilà, non, mais il n'est pas question du reste et qui est quand même abordé notamment on va finir tout de suite là-dessus. Parlons d'autre chose. Les Juifs ne sont que 1% de la population française et il n'y a qu'un Juif sur 6 qui est membre d'associations qui montrent que leur judaïté passe avant leur nationalité française. Donc en fait, cette question qui m'intéresse moi ne touche que 1/6 de 1% de la population française. Ça ne vaut pas le coup de passer la soirée là-dessus. On parle beaucoup des Juifs, tu as raison, parlons d'autre chose. Voilà. C'est très secondaire comme sujet. La crise économique c'est bien plus important. Voilà, exactement. Voilà. Non, mais exactement. Mais simplement, bien d'accord. Simplement aussi, que les Juifs arrêtent de m'emmerder avec ça. Non, mais je comprends bien. Okay. Mais là aussi, tu sais que c'est extrêmement sensible, tu sais que ça va marcher à chaque fois. Donc tu aimes bien titiller où tu sais qu'il va y avoir du répondant. Donc c'est un jeu un peu de... Voilà, il y a deux formes il y a deux pensées qui n'arrêtent pas de se chercher l'une l'autre et de se nourrir l'une l'autre. Mais pour être honnête, il suffit de faire de la chronologie. J'ai commencé à me faire connaître comme analyste pamphlétaire avec des textes courts qui étaient dans « Jusqu'où va-t-on descendre ?» Ça faisait abécédaire de la bêtise ambiante. Je parlais des problèmes de l'immigration, des problèmes du féminisme, des problèmes de la dérive néo-capitalisme, des problèmes du virage à droite du PS, tout ce que tu valides d'ailleurs à peu près toi aussi comme état général de l'évolution de la société, que tu d'ailleurs certaines choses que tu accompagnes en disant que c'est un bien, bon c'est le livre à penser. Et j'ai par ailleurs aussi parlé de quelques petits sujets qui touchaient au côté intouchable de la communauté juive organisée, à la question aussi de la liste des maudits. Qui fait la liste? J'ai remarqué que c'était toujours les mêmes qui faisaient la liste. Je parlais par exemple de la toute-puissance inexplicable de Bernard-Henri Lévy. Tu pourrais te poser la question, d'où vient sa toute-puissance, hein, et là, je me suis pris dans la gueule une communauté organisée, hein, que je ne confonds pas avec les juifs du quotidien comme j'ai dit, qui m'ont dit en gros, tout de suite tu te traites d'antisémite, de nazi, etc., parce que tu as fait remarquer que la position de Bernard-Henri Lévy en France est obscène, est injustifiée et injustifiable, et qu'elle est même dangereuse parce qu'elle produit de l'antisémitisme. C'est clair et net de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont agacés par la communauté juive, c'est notamment à cause de l'omniprésence et de l'omnipotence injustifiée, injustifiable de Bernard-Henri Lévy. Mais moi, on m'a emmerdé parce que j'avais osé dire ça. Alors évidemment, j'aurais pu fermer ma gueule, comme on me l'a conseillé, dire bon, je vais parler de drague, de féminisme, d'immigration, taper sur les musulmans parce que c'est la mode, sans jamais montrer que les demandes communautaristes que font les musulmans s'appuient sur la jurisprudence des juifs orthodoxes, hein, les journées dans les piscines, etc. J'ai eu l'honnêteté de continuer à ne simplement faire comme si le lobby juif n'existait pas. Alors qu'on m'avait conseillé de faire comme s'il existait, et que tout le monde ici, y compris toi, a bien compris qu'il existait, et qu'il ne fallait pas trop la ramener là-dessus, si on avait un plan de carrière. Et c'est tout. Et tous les Français comprennent ce que je dis. Voilà. Je me suis assez opposé à BHL sur beaucoup de dossiers pour ne pas y revenir. Simplement, il est toujours là. Ce que tu dis de l'antisionisme est complètement faussé dans la réception par le truc obsessionnel sur ce que tu nommes la période 33-45, qui est en fait la période de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. Tout ça, ça donne l'impression, et qui est quand même justifié... Qui n'est pas non plus un sujet central chez moi. Je revendique simplement le droit, pour les gens qui veulent étudier cette période, d'avoir le droit de le faire, et je suis contre la loi Guesso. C'est un sujet qui ne me passionne pas, parce que c'est un sujet pour monomaniaque, que moi je suis un intello, j'aime bien les concepts, et que c'est pas très conceptuel de compter les tibias, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas mentir. Je dis simplement que je trouve scandaleux qu'il y ait une loi d'exception en France qui est anticonstitutionnelle, qui s'appelle la loi Guesso, qui renvoie en prison, et en prison ferme, je parle de M. Renoir, des gens parce qu'ils produisent une brochure de 15 pages renéotypée qui touche 100 personnes, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur le décompte de Nuremberg. C'est tout ce que je dis, et rien de plus. Et personne, que ce soit Elisabeth Lévy, ton copain Zemmour, et tous les gens de la communauté juive organisée quand tu les prends à part un, sont tous d'accord pour dire que la loi Guesso est inique et contre-productive. Or, elle ne tombe pas. Voilà. Alors je te pose la question, tu es pour ou contre la loi Guesso? Je suis évidemment contre la loi Guesso, mais j'observe... Il l'avait dit dans le livre, d'ailleurs. Oui, c'est tout, le reste, c'est pas intéressant. Mais si, parce que ça tout dépend pourquoi on est contre, tu vois. Si c'est doit être pour cheval de Troie d'idées... On est pour ou contre? Voilà, d'idées que je trouve extrêmement... t'aimes pas le mot, mais je m'en fous. D'idées nauséabondes, c'est pas la même chose que de dire la loi Guesso bride la liberté des chercheurs. C'est pas la même chose. Si tu as des arrière-pensées par rapport à la loi Guesso... Mais le crime d'arrière-pensée n'existe pas. Ah si, si. Non. Le crime d'arrière-pensée, ça nous ramène à l'URSS, et ça nous ramène à ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les camps. C'est-à-dire que ce qui compte dans une société, c'est ce que tu fais. Tu vois, quand on envoie au tribunal pour trouble manifeste à l'ordre public,
en référé et que je perds, je ne trouble pas manifestement l'ordre public, c'est indémontrable, personne n'a jamais agressé personne en mon nom, j'ai toujours bien fait mis en avant le côté totalement pacifique et humoristique de ma démarche, et aider les gens à s'instruire, etc. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à un moment donné, on te reproche des arrière-pensées et quelque chose qui serait nauséabond. Le nauséabond et l'arrière-pensée, ce n'est pas de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre du totalitarisme. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si sur les faits, on ne peut pas te donner tort, on va te donner tort parce qu'on devine que... Et là, il y avait, dans le jugement que je viens de subir dans un procès face à l'ICRA, la juge m'a condamné parce qu'il y a quelque chose de subliminal dans mon travail. Je veux dire, quand on est dans le crime subliminal, la démocratie est gravement en danger. Or, la démocratie en danger, elle est en danger par ce côté-là. Hitler est mort en 1945 et les Allemands ne veulent pas envahir la Pologne et pas non plus réenvahir la France. Donc, faut pas se foutre de ma gueule. Le danger, c'est la liberté de penser aujourd'hui et de politiquement correct. C'est pas la vie quotidienne des Juifs en France. Il faut quand même avoir l'honnêteté. Je veux dire, c'est une communauté qui vit très bien et qui n'est pas agressée. On passe à une autre question parce que là, on est dans le monologue désaccordé. Voilà. Oui. Non, alors justement, moi j'ai une autre question d'éditeur à éditeur encore, Eric. Alain a été condamné à caviarder des livres qui sont publiés depuis de nombreuses années, je pense à Léon Blois notamment, à Henry Ford, livres par ailleurs publiés dans d'autres maisons d'édition. Est-ce que là, en tant qu'éditeur, tu comprends cette démarche? Et tu comprends qu'on en ait si peu parlé? Moi, je ne connais pas le fond du dossier. Les deux auteurs que je connais, c'est Léon Blois, et en effet, le livre incriminé a connu des tas d'éditions qui doivent être encore disponibles. Oui, qui sont encore disponibles. Assez facilement, donc c'est assez curieux. Après, l'autre type que je connais, c'est Blanc-Rue, qui est un zozo pour moi de première classe. Je sais pas ce que tu fous avec des mecs comme ça, mais bon. J'ai racheté les droits d'un livre qui a été édité précédemment, et c'est un dictionnaire. Ah bon, parce que moi je l'ai croisé au moment de l'affaire Little, c'est impressionnant à Blanc-Rue, c'est dans la folie totale. Voilà. Non, t'as des fréquentations. Non mais d'accord, mais la folie c'est clinique, c'est pas, la loi ne décide pas si t'es fou ou pas. Non, je parle de l'éditeur, là, c'est pas au psychiatre que je m'adresse. Voilà, parce que psychiatriser les attitudes, c'est comme ça qu'on a mis Cousteau en prison, c'est comme ça qu'on a mis Ezra Pound en prison, et c'est comme ça que les soviétiques faisaient. Quand ils n'ont plus rien à te répondre sur le terrain de la logique, du sens, ils te disent que t'es fou. Et c'est quand même dangereux parce que tout ça n'est pas très de gauche. J'ai parlé de Zozo, il me paraît très Zozo, il est pas fou, mais il me paraît un peu... Non mais c'est pas un copain en plus, et je te le dis tout de suite, mais l'air de rien, c'est quand même un historien qui publie dans beaucoup de revues d'histoire et qui avait produit un dictionnaire, voilà. Et aujourd'hui, ce dictionnaire est pilonné, alors qu'il a été préfacé par Yann Moix, qui est quand même le Renaudot de cette année. Et simplement, il est pilonné. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai racheté les droits d'un livre qui existait déjà depuis 2007. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice dit il y a des livres que seul Soral n'a pas le droit de rééditer parce qu'on soupçonne qu'il les réédite avec des arrière-pensées. Je veux dire, le crime d'arrière-pensée, c'est très dangereux pour la démocratie, c'est tout ce que je dis. Là, j'étudierai le dossier, là, j'avoue que c'est troublant. Maintenant, pour le reste, Léon Blois, moi, c'est une de mes plus anciennes lectures, je trouvais ça chez mon arrière. Et surtout, attends, je vais t'expliquer pourquoi j'ai édité ce bouquin. J'ai réédité en même temps La France juive de Drummond et Le salut par les juifs de Léon Blois. Pourquoi? Parce que Le salut par les juifs de Léon Blois est la réponse au bouquin de Drummond. Drummond est ce qu'on appelle un antisémite pour des raisons économico-sociales, c'est intéressant d'ailleurs historiquement, et comment dirais-je, Blois lui répond en tant que philosémite pour des raisons théologiques et eschatologiques. Et donc le bouquin de Blois est un livre contre le bouquin de Drummond, et qui lui répond sur le terrain de la religion, en disant les Juifs sont dans le dessein divin, ils n'avaient pas le droit de ne pas le prendre en compte, c'est Dieu qui a décidé d'en faire la croix sur laquelle le Christ est cloué, etc. Donc je réédite ces deux bouquins en même temps, parce que l'un est à la réponse de l'autre, et ça te crée le climat de la fin du 19e siècle. Hein. Voilà. C'est donc très intéressant, et puis c'est très subtil, c'est-à-dire c'est très complexe dans les deux cas. Et là, il y a la LICRA qui dit, voilà, on a pris des ciseaux, on vous interdit d'éditer ces deux livres. Alors je parle pas du Drummond parce que c'est plus carré, mais le Blois, qui est une œuvre, en plus c'est un pamphlet littéraire avec un style, c'est d'une subtilité incroyable. Alors la LICRA a pris des ciseaux et a dit, vous avez le droit, vous, Soral, de l'éditer, que si vous enlevez tel et tel et tel passage. Excuse-moi, mais ça ressemble beaucoup à du Pol Pot. Parce que non, mais ça me paraît pas très défendable. Bon, ça nous fait un point d'accord, il y en aura peut-être pas beaucoup d'autres. Donc, je pense que je gagnerai en appel. Bon, mais... Alors, pour une question plus légère des internautes, Alain, après ces dialogues avec Eric, avec qui t'aimerais débattre? Déjà, je veux dire un truc, je remercie quand même Nolo d'avoir toujours joué le jeu. Et même si c'était très virulent, parce que c'est moi qui suis le plus virulent, parce que souvent il m'engueule avec son point de vue de gauche gentil, et moi je lui rentre dans la gueule en disant
tu te fous de ma gueule, tu fais semblant de pas comprendre, etc. J'ai été beaucoup plus agressif que lui dans le bouquin. Il n'est jamais sorti de ses gonds, il n'a jamais sorti du jeu, et donc il a ce côté où je peux valider qu'il est de gauche, parce que genre, un mec de gauche est censé être pas brutal et ne pas recourir à la force, c'est qu'il est toujours resté dans le débat courtois, et l'intérêt c'est ça, c'est qu'on on passe jamais à la violence physique, à l'injure gratuite, etc. Et c'est quand même ça, l'histoire de la France, pour moi, c'est ça. C'est on est au bistrot, on s'engueule avec un mec, mais on remet la tournée. Et finalement, à la fin, on rentre chez soi. Et tout ça, ça a fait qu'on a passé un moment pas trop désagréable, parce que c'est pas très drôle d'être avec que des gens qui sont d'accord avec vous. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'aime bien Nolo et Zemmour, parce que ce que je vais dire aussi, c'est que j'ai fait cette correspondance avec Zemmour, avec qui j'avais très peu de relations, bien que tu m'avais invité il y a quelques années à une émission sur l'art contemporain. Donc tu vois que je maîtrise d'autres sujets, parce que j'avais parlé de l'art contemporain, qui est un sujet que je connais très bien, mais on pose peu de questions là-dessus, malheureusement, aujourd'hui. Et par contre, j'entretiens une correspondance depuis très longtemps par mail avec Zemmour, que voilà, je pense qu'il ne dira pas le contraire. Et on échange, on discute, etc. Je lui offre mes bouquins dédicacés, lui pareil, voilà. Et pour moi, c'est ça qui est la France saine, c'est cette France soi-disant voltairienne qu'on nous vend, mais qu'on nous interdit d'acheter quand c'est moi, parce que c'est un peu ça la métaphore. Moi, je suis pour, c'est-à-dire que moi, je reproche des choses à des gens qui ne justifient jamais qu'on les agresse physiquement. La France est un pays riche, avec des institutions démocratiques. Je suis pour voilà, comme il le dit, pour le débat d'idées, mais libre totalement. Et j'ai horreur de l'anathème, du crime d'arrière-pensée, du crime subliminal, et aussi de la moraline qui consiste à dire oui, mais là, quand même, on ne peut pas. Et puis alors, c'est-à-dire à un moment donné, je dis bon, bah, j'ai entendu vos cris, vos insultes et vos évanouissements. J'attends vos arguments sur le terrain de la logique et du droit, enfin du droit qui est censé être validé par la société telle qu'elle est. Dans un pays qui s'appelle la démocratie à la type Montesquieu, ça s'appelle séparation des pouvoirs. Voilà, il y a le droit pour ça. Et ce que je redis moi depuis le début, c'est je suis interdit de médias alors que je ne suis pas condamné par la justice pour ça. Ce qui veut bien dire qu'il y a une justice occulte qui s'exerce. Et c'est de ça dont je parle. Et c'est là-dessus que tu auras du mal à répondre. C'est ça que j'ai dit. Mais toi, t'as pas répondu à la question alors. C'est quoi la question? Prochain, avec qui tu veux débattre? Avec qui je veux débattre? Avec qui tu aimerais alors voilà, je prends tout le monde. Je prends tout le monde. C'est comme en boxe. Je suis sûr de ma culture historique, je suis sûr de ma logique, je suis sûr de ma morale, je suis sûr d'incarner, moi, je dirais, la tradition française, je dirais, justement de ce débat voltairien que Voltaire n'a jamais pratiqué lui-même. Parce que comme tu le sais, il a essayé de faire assassiner Jean-Jacques Rousseau. Réellement. Il voulait sa peau, il voulait le faire buter. Hein, il avait l'argent pour le faire, il a essayé de le faire. Donc moi, je ne suis pas voltairien, justement, et il est au Panthéon, tu vois. Je ne vais pas parler de l'antisémitisme de Voltaire. Qui est à un niveau d'hystérie, qui est un niveau d'hystérie proche de Bagatelle de Céline. Hein. Et l'islamophobie aussi. Oui aussi, il détestait tout. Mais il est au Panthéon, lui. Voilà. Donc un nom je prends tout le monde. Zemmour, ça serait intéressant après Nolo. Je ne sais pas si Zemmour a intérêt à y aller, mais je vais le défier. Je vais dire, Zemmour, je veux bien dialoguer avec toi, parce que je sais qu'il y a un sujet sur lequel on a du mal avec lui, c'est quand moi je lui parle de la crise. Il me parle beaucoup d'islam, et moi je lui parle beaucoup de Wall Street. Ça m'étonne pas. Il voit beaucoup le problème islamique, mais jamais la logique de la dette et le système de domination financière. Peut-être pour des raisons communautaires. Peut-être. Ça revient. Et toi, Eric, avec qui tu aimerais débattre si tu avais encore l'occasion de faire un dialogue? Moi, je prends le vainqueur. Ah, tu prends. D'accord. Tu remets la pièce sur le baby. On peut faire un truc à 3. Ah ouais. Je trouve que 3, c'est un truc compliqué. En amour ou dans les débats, c'est compliqué, 3. Et alors, une question à vous deux, mais d'abord à toi, Eric. Justement, on parlait de Zemmour. Quelle différence fondamentale dans la pensée d'Eric et de Zemmour et de la pensée d'Alain? C'est pour ça que je serais très curieux de voir un livre d'entretien entre les deux, parce que, à part sur quelques sujets qui fâchent, il y a pas mal de points communs tout de même entre deux. Donc, je pense qu'ils tomberaient d'accord très très souvent. Alors évidemment, Sora a levé un point qui les opposerait. Je sais pas si... J'arrive pas à en trouver un autre, à vrai dire. Je pense qu'il passerait... il y a une grosse différence, c'est que Zemmour a plusieurs émissions de télé et que moi je suis interdit de médias. Oui, mais là, ça n'influerait pas sur le fond de vos échanges. À mon avis, toutes les 3 lignes, vous seriez obligé de dire bah oui, je suis d'accord avec toi, ou je ne te donne pas tort, ou voilà. Je sais pas si ça donnerait quelque chose de très nerveux, quoi. Voilà. Sauf sur le sujet précédemment évoqué. Ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas tout à fait la même culture. Lui, en fait, c'est un mec qui a fait Sciences Po, qui a essayé de faire l'ENA, et qui est un type finalement de la bourgeoisie de droite, quoi, hein, au sens respectable et français du terme, c'est-à-dire l'honnête homme cultivé, genre Monsieur Test, tu vois, de Paul Valéry, tu vois. Et moi, je suis un marginal qui est passé par le marxisme-léninisme, donc voilà, Sciences Po, l'ENA, tout ça, c'est pas mon truc. Et malgré tout,
on est d'accord sur pas mal de sujets. Voilà, donc, mais on n'y vient pas on n'y arrive pas par les mêmes chemins. C'est ça qui est pas mal. Non, puis vous venez l'un et l'autre de la gauche, hein. Donc ça c'est voilà. Donc là oui, aussi, ça c'est gentil de le faire remarquer. Oui. Non mais vous seriez là aussi sur l'itinéraire, comme sur les idées, il y a des points communs. J'insiste là-dessus. Moi je viens culturellement de l'extrême gauche puisque j'avais 18 ans. Au milieu des années 70, donc de toute façon il n'y avait rien d'autre que l'extrême gauche quand tu étais en plus branché musique, etc., rock'n'roll, tu vois. Bon, hier j'étais au concert de Nick Cave, j'écoute pas de la musique militaire allemande. Hein. Et après, quand j'ai voulu devenir sérieux, je suis passé du gauchisme, qui est un truc d'imbécile, le sais toi-même, au sérieux de la gauche, et donc je suis devenu marxiste-léniniste, encarté au PCF, parce que certains nient, des fois des gens disent on n'a pas vérifié. J'ai été 7 ans au PCF, j'ai mes cartes avec les timbres, si tu veux un jour je te les montrerai, et effectivement cellule Paul Langevin dans le 5e arrondissement, etc. Donc j'ai été longtemps j'étais d'extrême gauche puis de gauche communiste, c'est-à-dire de la gauche sociale et pas de la gauche sociétale PS. J'ai d'ailleurs beaucoup d'ennuis avec le PS à l'époque, on se faisait emmerder par la gauche bobo, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai trouvé que le PC ne défendait plus les intérêts des ouvriers, mais devenait un PS bis et tombé dans le sociétal. Et j'ai erré un peu chevènement, et puis après, effectivement, le Front National. Et je le dis, je n'ai fait finalement que rejoindre les militants de base du PC quand je suis allé au front. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel communiste, j'ai eu l'honnêteté de suivre ma base. Tu vois ce que je dis ? C'est ce que non, mais là, ça paraît vérifié par les faits, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et toi, Eric, une question qui est revenue souvent, est-ce que tu penses qu'Alain Soral représente une France qui existe, mais que l'on se refuse de voir ? Ce que tu as un peu abordé d'ailleurs dans le grand journal. Non, mais je le dis, et je suis obligé de le répéter, mais c'est pas seulement Soral, c'est que toutes les 3 semaines, on découvre une France qu'on ne voulait pas voir. Donc la France de Soral, c'est une de ces Frances. Pendant très longtemps, on nous a dit que la France du Front National n'existait pas, qu'en fait, les gens qui votaient Front National étaient des fachos. On a bien été obligé de s'apercevoir qu'il n'y avait pas que des fachos. Évidemment qu'il y en a qui votent Front National, mais que c'était plutôt des gens de gauche qui y venaient. Après, il y a une révélation, c'est que, tiens, la France de la Manif pour tous existe. Tiens, tout le monde n'est pas abonné à l'IB. Ben non, tout le monde n'est pas abonné à l'IB en France. Et c'est très curieux, et je pense que ça participe du climat de confusion dans lequel on barbote. C'est qu'avant de faire un constat, éventuellement de trouver des solutions, il faut faire un état des lieux. Mais si on fait un état des lieux avec des œillères, ou avec des lunettes noires, ou avec des lunettes roses, qui est encore pire, ben on ne risque pas d'y arriver. Et là, voilà, les gens font comme si ce qui ne les arrangeait pas n'existait pas. Après, c'est vrai que moi, j'avais un peu sous-estimé l'influence de Soral avant de bosser avec lui. Je rencontre vraiment pas mal de Soraliens. Et là aussi, les gens des médias croient encore que ce sont eux qui possèdent la zone d'influence. Mais la zone d'influence, elle n'est plus à la télé, à la radio, elle y est encore, mais ça se passe beaucoup par Internet. Et Soral, c'est plutôt Internet. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette sur la table tout, qu'on discute entre nous, les uns avec les autres, même si ça passe par des moments un peu douloureux. Après, on voit ce qu'on en est. Mais d'abord, un petit état des lieux de la réalité, au lieu de se complaire dans des constructions idéologiques imaginaires. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche, c'est d'accepter l'état des lieux. On te reproche simplement d'avoir osé le faire, c'est-à-dire de dire les gens qui t'engueulent parce qu'ils font partie du microcosme, tous et eux ne sont pas, finalement sont dans une bulle, comme tu l'as dit toi-même, ils disent tu mets en danger notre petit confort. En fait, il y a l'idée quand même derrière ça, notamment je me rappelle à Apathie, c'est qu'il t'a répété 15 fois. Ah oui. Vous avez fait un beau cadeau à la Soral, c'est un beau cadeau. Il ne se pose pas la question de savoir s'il y a une crise sociale, s'il y a du chômage, s'il y a du désespoir. Vous avez fait un beau cadeau à la Soral, c'est-à-dire en gros, si je vais le pousser son raisonnement inconscient, Apathie, c'est vous mettez en danger mon propre gagne-pain. C'est ça qu'il te dit en gros. C'est-à-dire que si à un moment donné on admet les idées de Soral et qu'on ne les limite pas à Internet et qu'on les fait rentrer dans les médias mainstream, Apathie il dégage. Parce que sa réponse n'est suffisante en rien. Tu l'admets, puisque toi-même, ta fonction relativement respecté dans les médias, parce que les Soraliens te respectent, c'est parce qu'avec ton duo avec Zemmour, tu parles de ce dont les autres ne parlent pas, et tu invites les gens que les autres ne veulent pas inviter, même si tu as tes limites, évidemment, qui sont des limites qui fait que si tu les outrepassais, tu te ferais sortir des médias comme je m'en suis fait sortir. Je pense que d'une façon ou d'une autre, ton instinct t'interdit aussi d'aller sur mon terrain, parce que l'instinct, c'est toujours la survie de soi et de son espèce. Donc je ne te reprocherai pas de te mettre en danger, je ne te demande pas de te mettre en danger, de mettre en danger ta famille, tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà. je dis simplement, lui, on lui reproche en ce moment, justement, de faire un état des lieux, et la situation ressemble exactement à la situation de l'URSS au milieu des années 70, où il y avait la Pravda,
qui était que de la langue de bois, toute une société parallèle qui s'était mise en place. À l'époque, c'était pas Internet, mais c'était la dissidence soviétique, et qui a pris une telle ampleur à un moment donné que la contre-société avait plus de poids en fait que la société officielle, à tel point qu'à un moment donné, les cadres du PC, et c'est Gorbatchev, il dit bon écoutez, on arrête. C'est tellement du théâtre, et d'ailleurs on arrête et on passe à l'économie de marché et on privatise nous-mêmes, hein. C'est ça qu'on n'a pas dit, c'est pas Solzhenitsyn qui a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs des intellectuels russes qui te disent, l'Union européenne, parce que j'élargis ça à la question européenne, c'est une URSS à l'envers, c'est-à-dire que nous avons des technocrates qui sont des apparatchiks, qui eux jouissent parce qu'ils sont totalement isolés des problèmes du monde et bien payés, et qui sont là pour nier la réalité et ne pas admettre la catastrophe de leur positionnement stratégique et de ce qu'ils ont mis en place depuis 25 ans, et ça ressemble vraiment à l'effondrement industriel de l'URSS. Il y a un peuple qui les prend soit pour des cons, soit les déteste, et qui finalement ne les écoute plus. Et ces gens-là sont tout seuls, hein, en vase clos. Et si on fait cet audit que tu fais un petit peu, même si après tu pousses pas l'analyse là où je la pousse, hein, sur les causes et ce qu'il faudrait faire, en fait, l'état des lieux en ce moment ressemble beaucoup à la période qui a précédé l'effondrement de l'URSS, inversé. D'accord. Il ne reste plus qu'à attendre. Bon. Non, mais donc tu penses, comme le disent certains, qu'il y a effectivement un peu une France à deux pensées en ce moment. Une pensée réelle qui serait celle du peuple et de ceux qui vivent la crise et les difficultés, puis une pensée médiatique qui ne se rend pas compte que l'autre existe. J'ai participé à une émission avec François Fillon, chez François-Olivier Gisbert, à la fin, c'était sur la pensée unique. Il a demandé à chacun un domaine dans lequel il faudrait vraiment se débarrasser de la pensée unique. Fillon, il a tout de suite cité les médias. Je trouve qu'il y a un problème avec les médias. On voit bien que les médias ne justifient plus du tout ce nom. Ils vivent quand même dans une sorte de monde parallèle qui est complètement éloigné de ce qu'on voit. Moi, j'ai la chance par inclination et puis parce que par paresse aussi, parce que la jet set, ça m'a toujours semblé trop fatigant à intégrer et puis pas très intéressant, de vivre plutôt au contact du peuple. Et je vois bien que ils vivent dans une autre galaxie par rapport à l'ordre médiatique de gens qui sont entre eux. Donc ce divorce entre ceux qui sont censés analyser la réalité et ceux qui la vivent, ça va très très mal se terminer. Bon, de toute façon, on le voit bien avec la crise de la presse, et puis surtout on discute avec des gens qui vraiment vous parlent une langue étrangère et vous parlent d'un pays étranger qui est pourtant le nôtre, la France. Donc tout ça ne peut que mal se terminer. Ouais, voilà. Sauf si on écoute. Ça, c'était une des questions. Surtout si on écoute ça. Comment vous voyez la France dans ces années qui viennent, Alain? Moi, je vois la Grèce. On voit très bien qu'on est dans un processus d'effondrement progressif qui touche tous les pays de l'Union européenne, alors les plus fragiles au départ et puis les plus solides. Donc les derniers à tomber, ce sera l'Allemagne. Désolé pour toi de repartir de l'Allemagne, mais pour une fois. Parce que finalement, on a le droit. Oui, mais là, finalement, les Allemands, ils ont gagné par d'autres moyens, finalement. Mais je suis d'accord. Enfin, c'est pas les mêmes. Hein. Mais il y avait plusieurs corps en Allemagne. Sans faire d'humour. Je pense que dans 2-3 ans, si rien ne change, en France, on sera dans la situation de la Grèce, où le Front National sera assimilé à Aube Dorée, et comme on ne saura plus quoi leur répondre sur la question sociale, on ne parlera que d'une question raciale fictive en les traitant de racistes toute la journée. Tu as quand même remarqué que comme on ne sait pas quoi répondre sur la question sociale, on invente l'affaire Taubira, on la monte en épingle, le PS fait des meetings de lutte contre le racisme. Je ne pense pas que le problème en France, quand tu vois hier d'ailleurs la réussite de l'équipe de football et comme elle a été accueillie par le peuple de France, la France est un pays très peu raciste, et le PS n'a plus que ce pseudo-concept à la bouche qui avait déjà été inventé par Mitterrand pour abandonner la question sociale à partir de 83, c'est qu'on a des élites qui disent il y a un gros problème de racisme en France, alors qu'il y a un très très gros problème économico-social, et quand tu vois ce qui se passe en Grèce en ce moment, c'est exactement ça. On a un pays dont les élites ont vendu les intérêts supérieurs du pays à une logique de la dette qui était d'ailleurs Goldman Sachs, avec des trucages, etc. Les fonctionnaires ont leur revenu baissé de moitié, on a un effondrement des classes moyennes et une misère qui monte dans un pays qui est quand même dans la zone euro, hein, c'est pas l'Afrique centrale, et on a, face à cette crise sociale liée à une logique de la dette, il faut le dire, un mouvement populiste qui émerge qui s'appelle Aube Dorée, que les médias mainstream traitent systématiquement de nazis, alors que je te rappelle que même si l'extrême droite grecque et d'extrême droite, les Grecs ont combattu les nazis, faut quand même pas oublier, ils se sont battus contre eux, donc ce genre de filiation malhonnête qui joue sur l'inculture historique, même l'extrême droite grecque ne peut pas être nazie, elle peut être d'extrême droite mais pas nazie, il n'y a pas de lien, c'était les anti-nazis, les Grecs ils ont été victimes du nazisme historiquement. Voilà. Enfin, et là c'est une extrême droite criminelle, moi je m'en fous. Non, criminel. C'est un mouvement populiste qui essaye de défendre le peuple, notamment
en faisant des distributions de bouffe, en essayant d'aider un peu à lutter contre l'effondrement des conditions de vie du petit peuple grec, qui est le niveau de vie et l'insécurité. Ça marche toujours ensemble. Ils se font diaboliser à mort. Ils arrivent quand même à représenter entre un quart et un tiers de l'électorat. Et à la fin, ils sont arrêtés par la police en tant qu'élus du peuple parce que, soi-disant, il y aurait un de leurs militants qui aurait tiré, ça fait penser un peu à l'affaire Mera ou à l'affaire Méric, qui aurait tiré sur un chanteur de rap. Et du coup, on arrête, on met tous les mecs en tôle et personne ne moufte. Et je veux dire, on peut imaginer que demain en France, dans 2 ans, si la politique UMPS continue dans sa logique qui pousse à la désindustrialisation, à la colère, on a déjà vu les bonnets rouges, et que le Front National monte naturellement puisqu'il dit le contraire en tant que programme, et puis qu'à un moment donné, il y a un petit Méric à nouveau qui soit pris dans une bagarre et qui meurt, et qu'on arrête tous les députés du Front National en disant que c'est des nazis. Eh ben, il est très possible que si les gens n'entendent pas ce que je leur dis en ce moment et qu'on ne renoue pas réellement avec la démocratie, que ce qui se passe en Grèce en ce moment, c'est-à-dire toute l'analyse complète, hein, la crise, la violence sociale, les violences réelles, les manipulations, les flingages, c'est-à-dire que là il y a 2 types d'Ogdoré qui viennent de se faire abattre, ça n'a pas offusqué personne, hein. On a les images, tu as vu, de vidéosurveillance par des tueurs à cagoule, et ben, on peut très bien imaginer que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, ça arrive en France dans 3 ans si on ne change rien. Au niveau de la gestion, je parle. Et excuse-moi, mais ce n'est souhaitable pour personne. Non mais d'accord, enfin, l'aube dorée, bon voilà, c'est quand même des ratonnades, c'est pas seulement caritatif, tu vois, peut-être qu'ils aident les mecs, mais bon, c'est des ratonnades, c'est des actes violents, c'est des assassinats. C'est surtout du soutien social. Bah oui, mais enfin ça c'est mélangé, faut bien une mais pourquoi tu vois l'un et pas l'autre? Non mais je te dis les deux, parce que tu as tendance un peu... Oui, bah je fais contrepoids, tout le monde voit que la question raciale sur l'aube dorée, moi je montre un peu du doigt la question sociale qui est cachée par tout le monde. Bah très bien, mais je fais mon boulot et toi le tien, apparemment, bon voilà. Mais t'es majoritaire, hein. Ah bon, très bien, bah, ça me change. Non, moi, ce qui me semble, ça peut être encore pire. C'est-à-dire que vraiment, les gens de la base se passent de tout. C'est-à-dire de tous les corps représentatifs, y compris celui qui est le plus protestataire, c'est-à-dire le Front National. Moi, je pense qu'ils prennent les choses en main eux-mêmes et que ça se termine vraiment par des jacqueries. Ils n'en ont rien à foutre des syndicats. Mais on le voit bien avec les syndicalistes. Même les syndicalistes de base, ils n'en ont rien à foutre maintenant des centrales. Ils veulent régler les choses par eux-mêmes, ils trouvent qu'ils sont trop... Surtout ils ont leur base qui leur fait pression contre l'avis de la direction. Exactement, tout à fait. Et puis bon, voilà, là où il n'y a plus rien à perdre, le type, il n'a même plus envie. D'ailleurs, le problème, c'est pas tellement le vote Front National, c'est plutôt l'abstention. Il y a des gens qui vont même pas voter Front National. C'est même pas le vote protestataire, ils préfèrent rester chez eux. Le vote Front National, c'est encore un espoir. Et un espoir par les voies politiques, pour traditionnelles et constitutionnelles, puisque c'est quand même... Enfin, c'est plutôt le désespoir, c'est-à-dire qu'ils... Non, mais c'est la partie électoraliste. C'est les gens qui pensent encore qu'on peut s'en sortir par les élections, n'oublie pas ça. C'est-à-dire qu'ils adhèrent encore à ce principe de la démocratie représentative. Non, mais ça, c'est vrai. Il y en a qui te disent, il faut directement prendre la Kalachnikov et il faut rafaler. Voilà, ça s'appelle Libération de la semaine dernière. Hein. Oui, enfin bon, le type a l'air un peu... Bon, ouais, mais n'empêche qu'il y a un climat. Non, mais moi je pense que les gens... un jour, voilà, décideront de régler ça eux-mêmes, mais ils n'en auront rien à foutre du Front National. Et le règlement comment, d'après toi? Bah oui, par la violence, mais ça c'est certain, je le crains. Voilà, bah écoutez, pour conclure, parce qu'on a largement dépassé, mais on a beaucoup d'internautes avec nous, une question à toi, Eric, éditeur. Est-ce que toi, tu aurais publié Alain Soral? Moi, je veux bien publier Alain Soral à condition qu'il y ait un contradicteur. Voilà. Moi, je suis pour le débat, moi je suis pas pour Soral en roue libre, hein. Non. Mais s'il sera là en face de lui un mec qui lui répond, qui le contredit, qui le pousse dans ses retranchements, tout va bien. Oui, parce que c'est vrai que tu as dit que je parlais tout seul sur mes vidéos du mois. Vrai. Mais si je parle tout seul sur mes vidéos du mois, c'est que progressivement, j'ai été désinvité des émissions. N'oublie pas qu'à un moment donné, Ardisson, qui m'invitait régulièrement, ne m'a plus invité. Il a même dit qu'il ne pourrait plus le faire. C'est-à-dire qu'il y a des ordres qui viennent quand même d'en haut. Tadei s'est pris une grosse pression avec l'histoire de la liste de Cohen, parce qu'il avait osé m'inviter. Alors qu'il m'a déjà plus invité depuis 2 ans, et à un moment donné, effectivement, plus personne ne m'invitant, et ben finalement, je m'auto-invite à mon auto-émission. Et voilà. Ce qui fait quand même chier le système, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui me regardent finalement que de gens qui regardent les émissions qui étaient censées m'inviter. Parce que ma victoire, ma revanche, qui n'est pas posthume, elle pourrait le devenir d'ailleurs, mais ma revanche, c'est que finalement, je fais mon émission sur mon canapé Ikea dans mon petit studio de 35 mètres carrés, et finalement, il y a plus de gens pour me regarder, il détourne la tête de la télé, il regarde Soral sur son canapé, que de gens qui regardent les émissions, ces émissions institutionnelles de débat d'idées, où on dit il faudrait rompre contre la pensée unique, on t'invite pour le faire, mais on m'invite pas moi. S'ils avaient voulu respecter l'intitulé de l'émission, pour rompre avec la pensée unique, ils pouvaient m'inviter moi. Surtout que là, je suis seul, face à combien de contradicteurs et des champions, un ancien Premier ministre, un philosophe hautement gradé, toi, etc. Or, ce que vous pouvez regarder dans le regard de tous ces types-là, alors que je ne suis pas là, c'est la peur. Ils ont peur de moi, même absent. De quoi ont-ils peur? C'est ça la question. Voilà, bah écoutez, merci à vous deux.
hein, de ces dialogues désaccordés. Voilà, donc il peut pas s'empêcher. Mais une gaminerie pour terminer. Mais c'est notre Alain. C'est dommage. Ah, mais comme ça soupçonnait d'être un signe néo-nazi, je vais faire plus traditionnel. Je vais faire ça. C'est français. Bah ça je préfère. Il y a une tradition. Voilà. Le bras d'honneur, c'est plus. Je viens de créer une petite entreprise qui s'appelle Bras d'honneur, justement. Tu vois. Merci à vous deux. J'ai entendu ta critique. Hein, et puis merci de nous avoir aussi, à travers ce livre, éclairé sur pas mal de points et de positions. Et il se vend. On pose la question, à combien il se vend? C'est toi de répondre, l'éditeur. Bah écoutez, pour le moment, on a fait un premier tirage à 16 000 et on en a réimprimé 5 000. Voilà. Alors c'est pas encore vendu, on compte sur vous, mais... Donc on serait déjà dans du 20 000 très à l'aise. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a... Voilà. Il y a une lutte contre... Et toi d'ailleurs, quand tu dis que mes livres se vendent à quelques dizaines de mille exemplaires, Comprendre l'Empire, qui est un livre de fond d'ailleurs, qui n'a jamais attaqué, jamais critiqué, mais qui est traduit en coréen, en russe... En coréen du Nord ou du Sud? Du Sud. Du Sud. On a préféré Corée du Nord, mais on ne choisit pas. Et on a passé les 60 000 exemplaires quand même. Plusieurs dizaines, moi je suis un méconnaître. Voilà, et alors dernière question d'internaute. Oui. Avez-vous évolué dans votre perception de l'autre à l'occasion de ce livre? Moi oui, hein, je dois le dire. Je pensais qu'il jouait un double jeu, en faisant le contradicteur et en me disant en fait il est d'accord avec moi surtout parce qu'il est intelligent et cultivé. Et en fait j'ai découvert qu'il pensait réellement ce qu'il disait. Donc j'ai découvert un Nolo bien plus naïf et enfantin et de gauche que je n'imaginais. Et réciproquement, hélas. En tout cas, merci à tous les deux, et puis merci aux internautes qui nous ont suivis. On se serre la main ou tu veux pas? Oui,